Good evening, Mark. Is there something you think? A talk. Next door would be my... I feel at home here. I visit this room every night. Visit? The blind always live in the rooms they live under. Every night you switch on that film machine. What are these films you can't wait to look at? What's the film you're showing now? Why don't you lie to me? I'd never know. You would know at once. Take me to your cinema. Yes. What am I seeing, Mark? Why don't you answer? It's no good. I was afraid it wouldn't be. What? The lights fade too soon. They always do. I have to try again. What do you think you've spoiled? An opportunity. Now I have to find another one. Tony, Ouais. t'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Ah, tu m'en dingue. Je m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, Prost. Ah, ton cul. C'est mon génie. Et presque tous ceux que j'ai viennent d'Amérique centrale. Je corresponds avec un moine qui m'envoie les larves et je les fais incuber moi-même. Et regardez, c'est un papillon feuille. Il ressemble exactement à 2 feuilles. Là, ce sont mes argus. Et mes azurés d'Adonis. J'ai produit cette aberration moi-même. C'est supérieur à tout ce qui existe au Muséum d'histoire naturelle. Ceux-là, ce sont mes fritillères. Le lavé d'argent et le brun moyen. Beckerwood, Amiral Rouge, Queue d'Hirondelle et Pan. C'est très beau à voir. Mais triste. Combien de papillons avez-vous tués? Vous pouvez le voir. Pensez à toute la beauté vivante que vous détruisez. C'est absurde. Quelle importance ont quelques spécimens en moins sur toute une espèce. Faites attention, il est très rare. Relâchez-le. Vous plaisantez. Ne faites pas ça!
peut-être plus en retrouver un. Et c'est moi que vous collectionnez maintenant, n'est-ce pas? Mais vous ne voyez donc pas ce qui s'est passé. Vous avez fait ce rêve, et moi j'en suis devenue le centre. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est le genre de rêve que font tous les jeunes gens à la puberté. Mais vous l'avez rendu vrai. Je vais vous dire ce que j'en pense. Les gens feraient comme moi beaucoup plus souvent si seulement ils avaient plus de temps et plus d'argent. Tout le monde voudrait avoir ce qu'il ne peut pas avoir. On pense qu'on peut. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B. Je me rends compte que ce titre d'émission nécrophile va coller parfaitement avec l'émission qu'on va faire aujourd'hui avec le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Puisque nous allons évoquer en effet la figure du psychopathe à travers plusieurs films aujourd'hui, hasard d'actualité, de ressorties en Blu-ray et puis de ressorties en salle aussi. Et par concomitance aussi spécial féminicide. Exactement, bien sûr, on reste quand même dans l'actualité. Puisque nous évoquerons Le Voyeur de Michael Powell qui a le droit à une ressortie au cinéma un petit peu et puis surtout en Blu-ray dans une très belle copie, c'est chez Studio Canal si je ne dis pas de bêtises. Et puis on s'est dit tiens, il y a The Hitcher de Robert Harmon qui ressort lui aussi chez Sidonis et puis qui a le droit aussi à une copie pour les salles, donc hop là. Lui, il n'est pas spécialement, il est plus ouvert. Enfin, c'est pas que féminicide. Non, bien sûr, il est plus large. Hein. Et ce qui nous donnera peut-être l'occasion d'évoquer aussi quelques autres films qui n'ont pas le droit à une actualité forcément, mais c'est l'occasion. Je pense à L'Obsédé de William Wyler. Et puis, si on a le temps quand même, on essaiera d'évoquer Le Silence des agneaux de Jonathan Demme. On dit Demme. De Peter Jackson. Voilà. Non, arrête tes conneries. Et puis, si on arrive à évoquer tout ça, ça sera pas mal. Commençons donc par Le Voyeur de Michael Powell. Alors, je laisserai bien évidemment la place à Antonin, surtout que tu l'as présenté hier soir dans ton cinéma, dans lequel on enregistre cette émission d'ailleurs. Merci à ton cinéma de nous accueillir. Merci cinéma. Le Voyeur de Michael Powell, donc de 61, même année que Psychose d'Alfred Hitchcock. Tu vas revenir, je pense, toi aussi, sur sa sortie un peu calamiteuse. Moi, juste pour introduire, je tenais à dire que on a pu le voir, alors je ne sais pas pour toi, moi en tout cas j'ai pu le voir et je pense que certains auditeurs aussi, à la télévision en fait dans les années 90, il avait dû passer sur Canal+. Alors je ne sais plus si c'était avec monsieur Jean-Pierre Dionnet dans le cinéma de quartier ou si c'était, alors c'était pas Nicolas Saada, c'était un autre, c'était Boukrieff qui avait, c'est peut-être Boukrieff qui avait proposé ça du coup sur Canal+, et j'avais découvert ça du coup un peu adolescent, le Voyeur, qui était donc déjà à l'époque, on parlait de sa du côté malsain du film, c'est-à-dire que c'est la réputation qu'il avait, c'est pour ça que ça avait été un échec. Ce film malsain, dérangeant, vraiment problématique en tout cas. Ça a été diffusé un petit peu à la même époque qu'Orange Mécanique ressortait aussi après 25 ans d'interdiction. Oui, moi, en tant qu'adolescent, j'étais vraiment, j'en pouvais plus. Je voulais voir cet objet qui était interdit, que les gens avaient détesté. Et évidemment, en tant qu'adolescent, j'avais été un poil déçu. C'est-à-dire que non, c'est pas. J'ai vu Bad Taste, en fait, c'est pas dégueulasse, c'est pas ça, des trucs malsains. Ça m'était passé un peu au-dessus du crâne, mis à part pour sa séquence finale qui m'avait un petit peu renversé, et c'était ma découverte des films à twist, enfin entre guillemets, parce que c'est pas un twist, mais en tout cas cette découverte finale qui vraiment, pour le coup, m'avait marqué, et j'ai mis au moins 20 ans avant de revoir ce film. Et je sais que la dernière fois que je l'avais vu avant cette belle ressortie, cette belle restauration, j'avais redécouvert un film qui allait au-delà en fait de ce côté dérangeant, qui reste présent malgré tout, mais plus on vieillit, plus on le ressent, je pense. Mais d'un objet où je comprenais pourquoi il avait pu marquer. Alors Scorsese le cite très souvent, mais c'est pas le seul cinéaste, je pense. Pourquoi c'est un objet qui pouvait marquer en fait des cinéastes. En le revoyant encore du coup cette semaine pour préparer cette émission, ça m'a sauté encore plus aux yeux. Et puis je me suis rendu compte de la richesse à tous les niveaux, c'est-à-dire en termes formels ou thématiques de cet objet,
qui est absolument fascinant et d'être estomaqué en fait encore plus aujourd'hui de la réception qu'il a pu avoir à sa sortie au même moment que Psychose, et de se dire qu'il a été vraiment conspué à la fois par le public, par la critique, et que à ce moment-là en fait personne n'a été capable de mettre de côté peut-être en effet le côté abominable que peut avoir le film sans être capable de voir la richesse absolue en fait qui a fait l'impression d'avoir affaire à un bon gros diamant brut qui va nourrir vraiment des décennies de cinéma par la suite, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. C'est un pur film séminal. Hein. C'est clair que oui, un peu un type film, un petit peu film Pierre de Rosette qui permet vraiment de comprendre tout le cinéma qui va venir après. Et bon, je pense moi particulièrement à De Palma. Hein, particulièrement, moi j'ai en tout cas l'idée Palma, que j'avais eue. Argento, enfin toute une voilà. Ouais. Moi, je sais qu'étant assez fan et très très adepte du travail de Palma, quand j'avais découvert Le Voyeur dans les années 90, étant un peu plus âgé que toi, je m'étais dit bah ouais d'accord, c'est incroyable. Tout le cinéma de Palma vient de là, quoi. Mais effectivement. Bon, on ne sait pas par quelle boule prendre ce film-là, parce que de tout, tu tires un petit fil, il y a toute la pelote qui arrive derrière à chaque fois. Tout est fascinant dans ce truc-là, mais par rapport à ce que tu disais sur le fait que voilà, le film a été un cuisant échec, c'est assez amusant de partir de là, parce que, et se poser la question pourquoi, parce qu'effectivement, le film il est toujours hyper efficace. C'est pas qu'un film qu'on va voir comme une statue au fond du jardin, tout ça, c'est vraiment un film qui garde toute sa particularité, mais on a du mal, on est obligé d'avoir du mal à comprendre la violence des réactions qu'il a pu susciter à l'époque lors de sa sortie en Angleterre, où vraiment il a été présenté à la presse. La réaction est vraiment, on parle essentiellement en effet de la réaction de son pays d'origine, à savoir l'Angleterre. Oui, tout à fait. Où là, pour le coup, le film au bout de 5 jours a été retiré de l'affiche. Oui, c'est ça, c'est 2 semaines, je crois, et puis les critiques qui sont un petit peu reprises un peu partout dans tout le matériel, toutes les plein d'articles sur le net et tout ça sont démentes. On a l'impression que quand on lit le truc, que c'est vraiment un snuff movie total, quoi. Évidemment, on est loin de là. Il y a des accusations de pornographie. On sait que de 2024, la pornographie a fait quand même un bond en avant, et donc on est un petit peu déçu si on s'en attend. On attend un petit peu là-dessus. D'adolescent, voilà, complètement. Mais c'est les critiques à l'époque ont eu ma réaction d'adolescent un petit peu. Oui, bien, ouais, il y a un peu. Mais je pense qu'en fait, il y a ça, et puis il y a aussi, faut comprendre aussi pourquoi le film a fait scandale. C'est il y a des raisons qui sont une évidence, hein, et qui sont les mêmes que ce pourquoi Hitchcock, quand il a vu l'échec du Voyeur lors de sa sortie en Angleterre, a revisé son plan de sortie pour Psychose. Parce que lui-même s'inquiétait de la réception de Psychose, il a vu la réception du Voyeur, il s'est dit bon d'accord, je le montre pas à la presse, c'est pas possible, je montre pas à la presse, et je fais tout ce plan de sortie qui est très connu autour de Psychose, de dire surtout ne racontez rien de ce que vous allez voir, et ne pas le présenter à personne. C'est-à-dire qu'on le présente comme un film de suspense et tout non pas comme c'est une ça. œuvre d'art. Parce que le grand changement, enfin l'apport énorme qu'a pu avoir Psychose comme Le Voyeur, c'est de prendre de filmer un film du point de vue du mal, quoi, du point de vue du méchant. Il y avait déjà eu M le Maudit auparavant, il y a eu déjà quelques films qui pouvaient aborder ce genre de zone un petit peu grise, mais au final, dans le cinéma classique américain et mondial, l'identification va au personnage relativement positif et la figure du mal, c'est celle qui arrive dans le champ et qui va devoir être éjectée du champ par le héros. Même si on peut éprouver une petite sympathie par la figure du mal, même chez Hitchcock auparavant, une fascination. Ouais. Voilà, Hitchcock disait plus le méchant est réussi, mieux c'est aussi parce qu'on a un peu de sympathie pour lui, mais il s'agit quand même de l'éjecter du champ. Ce qui est de génial dans Le Voyeur, c'est que d'une part, déjà le méchant, c'est avec lui qu'on doit s'identifier. C'est vraiment le personnage et en plus, principal. c'est le champ. En plus, c'est encore pire, c'est que c'est le champ, parce que vu que c'est un méchant à la caméra, et ce qu'il filme, c'est aussi lui-même, quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une zone qui, pour l'époque, est radicalement très perverse, ou en tout cas qui est tendancieuse, très nouvelle et tout ça. Donc voilà, il y a eu un refus là-dessus total. Et rapidement quand même, je te coupe, mais pour tous ceux qui ne connaissent pas Le Voyeur de Michael Powell, et je pense qu'il y a encore pas mal de gens en fait qui justement ont oublié. C'est-à-dire que c'est la statue du commandeur, mais très très lointaine, quoi. Oui, pour les cinéastes. oui. On suit un technicien de cinéma qui lui-même fait des films amateurs. C'est un tueur en série qui va filmer ses meurtres. Et
il fait quelque chose à ses victimes juste avant qu'elles meurent, et on ne sait pas quoi. On le découvre uniquement à la fin du film. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu Le Voyeur, n'écoutez plus cette émission, allez voir Le Voyeur, parce qu'il va falloir qu'on en cause justement de ce qu'il leur montre. C'est un truc vraiment marquant, important, et qui voilà. Donc on va en parler. Donc allez voir le film et puis laissez-nous tranquilles. Mais on va vraiment être avec lui, et c'est un personnage qui, on le découvre au fur et à mesure du film, a été aussi traumatisé par son papa qui faisait des recherches en psychanalyse, et qui en fait le filmait, son fils, et il fait des recherches sur la peur, et donc il faisait constamment peur à son fils et il filmait ses réactions constamment. Savoir que dans le film de Michael Powell, c'est Michael Powell lui-même qui joue le papa en question dans les vidéos, et il fait jouer son propre fils pour jouer le personnage principal enfant. Ce qui a aussi pas mal traumatisé visiblement certains critiques en se disant mais c'est vraiment abominable, comment vous êtes capable de faire ça, c'est pas possible. En sachant qu'évidemment Powell, en plus à l'époque en Angleterre, c'est une star incroyable. Bon, c'est pas un peu cinéaste. c'est un Kubrick un petit peu. Ouais. C'est ce cinéaste vraiment artiste, qui est précis, qui travaille. Oui, et puis avec des choses. succès immensément populaires, hein. Avec son comparse Emmerich Pressburger, c'est Les Chaussons Rouges, c'est Une question de vie ou de mort, c'est Le Narcisse Noir, c'est Le 49e parallèle, c'est pendant la guerre. C'est dans les années En 40, fait, voilà. C'est ouais, vraiment ils les sont années 40, vraiment voilà, sur les dans toits années du 50, monde, quoi. Ils continuent, mais c'est vrai que ces films des années 50, comme ceux qu'il fera après le Voyeur, parce qu'il en fait quand même 4 après le Voyeur, et au cours des années 60 il en fait quelques-uns, finalement aujourd'hui sont invisibles, en tout cas moi je les ai pas vus, et en tout cas inconnus du grand public, mais c'est vrai que dans les années 40 il accumule un petit peu les succès. Bien sûr, et ça reste des œuvres un petit peu phares, quoi. Oui, complètement. Et je pense que ça a été très étonnant, en tout cas pour la critique, en tout cas de voir que quelqu'un d'aussi qui s'est illustré autant dans un cinéma aussi chatoyant que ces grandes productions un petit peu pré-David Lean, et puis aussi proto-hollywoodienne, hein, quelque part, c'est-à-dire un cinéma, quand même, un cinéma très très populaire et très généreux en termes plastiques aussi, puisse d'un coup donner un film aussi, on va dire, dépouillé, théorique, sec, même s'il y a une splendeur visuelle dans Le Voyeur, c'est aussi une splendeur visuelle qui va essayer de s'appliquer à un environnement beaucoup plus glauque. Et moi je trouve ça absolument fascinant. C'est comment, la même année, à 2 mois d'intervalle, Hitchcock fait Psychose et ça, parce que c'est pareil, Psychose, on a tendance à l'oublier parce qu'évidemment, il faut remettre ça dans la chronologie, mais Psychose, c'est très étonnant que Hitchcock fasse ça. Psychose, au moment, déjà c'est un film en noir et blanc. C'est pas normal un film en noir et blanc à cette époque-là. En 61, non, les films ils sont en couleur. On pourrait presque croire que c'est des films qui viennent avant Fenêtre sur cour et tout ça, mais non, c'est un film qui est vraiment une envie propre d'Hitchcock de revenir à un truc de pousser les potards un petit peu plus loin, quoi. Et c'est vrai que là, du coup, les mêmes années, on a des cinéastes qui sont sensiblement de la même génération et qui se disent on est sur les toits du monde. On va essayer de voir où on peut amener le public un peu plus loin, jusqu'où on peut l'amener. Moi, Psychose, je suis assez fanat de la chose, hein. Je trouve que le film est merveilleux, et je trouve que le film il travaille des choses sensiblement identiques, mais là où c'est assez dingue, c'est que Hitchcock a plus le sens du public, c'est-à-dire que lui il sait très bien ça, c'est-à-dire Hitchcock il va mener le public quelque part, donc il va le manipuler, et Psychose provoque pas du tout la même réaction que Le Voyeur. Psychose, par exemple, ça démarre avec un autre personnage qui va disparaître en cours de route. Et qui est aussi... le fil rouge, ça va être en effet Norman Bates, mais Norman Bates, finalement, c'est ce fil rouge, mais il est un peu lointain, en fait. C'est-à-dire qu'on va d'abord s'attacher à un personnage, on va le faire disparaître, il y a une boussole morale aussi, en fait, dans Psychose. Si, parce que tu as ces autres personnages, justement, qui se rendent bien compte qu'en face, il y a un danger, en fait. Il y a quelque chose qui se passe. Oui, mais ceci dit,
là, ce que fait Hitchcock, moi, brillamment. Non, mais j'aime beaucoup Psychose. Il y a ce truc qui est connu, parce que ça a été très, très, très expliqué même par Hitchcock lui-même, c'est de se dire, lui, il était convaincu que le spectateur était un pervers, et que si jamais il filmait Norman Bates suffisamment longtemps suite au meurtre de Marion Crane dans sa chambre d'hôtel en train d'effacer les traces, au bout de 5 minutes, le spectateur, il n'a pas de boussole morale, lui il s'attache à ce qu'on lui montre sur l'écran. Donc si le mec, c'est quelqu'un qui efface le meurtre de quelqu'un pour lequel on a un peu de sympathie, il sait que le spectateur va avoir de la sympathie. Il y a ce gag très drôle dans Psychose, moi, que je trouve brillant, où il balance la voiture de Marion Crane avec Marion Crane dedans, me semble-t-il, dans le truc, et puis là il y a ce moment de suspense qui est génial, où la voiture s'arrête, et il y a même, Hitchcock est suffisamment pareil que Powell, suffisamment méta pour faire bouffer l'équivalent d'un popcorn à Norman Bates. Il bouffe du popcorn en train de regarder la voiture s'affaisser dans la boue, et la voiture s'arrête, et Norman Bates a exactement la même, le spectateur a exactement la même réaction que Norman Bates. Il se dit merde, oui, non, merde. Mais et ça c'est génial. Ça c'est dans le côté manipulation du spectateur, ou en tout cas poussé en termes méta, même en fait d'identification du spectateur. Mais dans le voyeur, moi je ressens en tout cas quelque chose de très différent. C'est-à-dire qu'on a affaire à un personnage en fait auquel on va s'identifier émotionnellement. C'est-à-dire que on a au-delà de la pitié, parce qu'il y a de la pitié pour ce personnage qui a été traumatisé dans le voyeur, Marc, si je dis pas de bêtises, traumatisé par son enfance. Donc au départ, il faut rappeler, Powell, lui, il voulait faire un film sur la psychanalyse, voire sur Freud en fait. Et au même moment, il y a Huston qui fait aussi son biopic sur Freud. Donc il a abandonné ça. Il y a un scénariste qui lui a proposé cette histoire, au départ juste un pitch de ce bonhomme qui serait un fétichiste limite de la caméra, ou que sa caméra pourrait tuer, non pas la caméra d'ailleurs, mais son objectif pourrait tuer des gens, quoi. Et à partir de là, du coup, il crée un objet limite théorique en fait, mais il a ce talent nécessaire, je pense, pour que justement, en tant que spectateur, quand on revoit le film, et y compris aujourd'hui, même encore plus aujourd'hui, je pense, on s'attache en fait à ce personnage. Et ce qui est très problématique et ce qui est vraiment dérangeant, et c'est là où je peux comprendre en fait le rejet vraiment absolu qu'il y a eu à l'époque, parce que c'est pas le sexe, c'est pas la violence. Je pense que le plus choquant, c'est le fait qu'on s'identifie particulièrement à ce personnage, qu'on soit attaché, qu'on soit triste pour lui en fait, qu'on ait de la peine pour lui, et qu'à un moment on nous rappelle, mais c'est un tueur en série en fait, et c'est un monstre. Et ça, en fait, quand tu sors du film, t'es vachement dérangé parce que quand t'arrives à la fin du film, t'as de la peine, t'es triste pour un monstre en fait. Et c'est vrai que ça c'est un peu nouveau. À la fin de Psychose, il n'y a pas ce sentiment-là en fait de peine, de cette émotion vraiment larmoyante limite. Tu l'as pas dans Psychose. Dans Psychose, t'as l'inquiétude, t'as l'effroi, voilà, mais t'as pas du tout le même sentiment. Non, moi je trouve que le film il est toujours, je trouve que il marche à plein là-dedans. Ce que j'ai envie de dire, c'est que ce type de récit où on invite des gens à s'identifier, en tout cas à avoir une sympathie spectatorielle, on va dire, pour employer des gros mots, avec un personnage que notre morale pourrait réprouver, depuis c'est quelque chose qui est complètement admis. Je veux dire, on fait des séries entières sur des psychopathes, je pense à Dexter, mais il y en a plein d'autres, il y a plein de films là-dessus, où voilà, Joker qui sort prochainement, il y a Joker, ça joue là-dessus. Ça joue beaucoup là-dessus, voilà, maintenant c'est admis ce truc-là. À l'époque, c'était complètement nouveau. Mais ceci dit, ça n'enlève rien encore à l'efficience du film, en tout cas sur ce côté-là, parce qu'effectivement, le personnage est tellement bien écrit. Et encore là, j'ouvre une parenthèse, mais c'est assez drôle pour remettre sur le truc jumeau entre Psychose et le voyeur, que d'un côté, on a un gros problème avec la maman, et puis de l'autre côté, il y a une daddy issue assez conséquente, quoi. Tu dis, c'est fou. Enfin, c'est fou qu'au même moment, il y a des mecs qui fassent ce truc-là. C'est l'influence de la psychanalyse quand même aussi, je pense, qui ressort. Bien sûr. Et au-delà, d'un côté, il y a Tennessee Williams, et puis de l'autre côté, du coup, il y a ce cinéma-là qui va donner le cinéma de genre et le cinéma d'horreur. Oui, bien sûr. Et là, ce qui est génial aussi, et ce pourquoi je pense que il y a, et puis tous les bonus du disque qui est sorti chez Canal reviennent un peu là-dessus, hein, et ils disent
ce qui a été profondément scandaleux, c'est cette mise à nu du mécanisme et de la dimension un peu mortifère de la captation cinématographique. En fait, c'est ça. Je pense que c'est ça le truc qui a vraiment scandalisé tout le monde. C'est évidemment cette façon que le film a de mettre en évidence le caractère profondément scoptophile qu'il peut y avoir chez le spectateur, c'est-à-dire la dimension voyeuriste, chose qu'avait déjà fait Hitchcock. Scoptophile, ce qui est dit par justement le personnage principal, c'est-à-dire qu'il... Oui, c'est ça. Et bon, Hitchcock l'avait déjà fait dans La Fête de Surcours, mais Fête de Surcours, Hitchcock, voilà, il est très conscient du spectateur, encore une fois, très enrobé, il le montre dans Fête de Surcours et tout ça, mais on peut très bien ne pas le voir et puis être embarqué dans le système. Là, dans Le Voyeur, c'est radical, t'es obligé... T'as pas le choix. T'as pas le choix, t'es obligé de te dire, bon bah voilà, en fait, je suis une horreur, mon statut de spectateur n'a rien à voir, est complètement extérieur à la morale, c'est-à-dire que mon empathie est extérieure à la dimension morale, et donc ça, le film le met complètement en évidence. Et autre chose que le film met en évidence, c'est que c'est ce truc où là on arrive dans la dimension très théorique du film, c'est que effectivement il y a quelque chose un truc que dit le film sur le dispositif d'enregistrement cinématographique qui est très fort, hein, c'est que effectivement on pourrait dire, voilà, que ça soit la photo ou le cinéma, c'est ce truc absolument magique qui peut rendre éternelles les choses, c'est-à-dire en les enregistrant, on leur a donné éternité, mais le revers de la médaille, c'est qu'à la limite, c'est presque l'inverse, c'est qu'en filmant ou en photographiant quelque chose, on a transformé un sujet en objet. Et donc, du coup, on l'a retiré du monde des vivants, quitte à ce que, des fois, l'image se substitue au réel. Après, De Palma va faire que de travailler ça. Argento aussi, le cinéma expérimental, ils vont faire que de travailler cette idée qui est, voilà, le cinéma, c'est l'enregistrement de la mort au travail. Et au final, voilà, on est dans quelque chose qui va complètement dénaturer le réel en le prélevant quelque part. Et finalement, c'est exactement ce que fait, ou ce vers quoi tend Marc. Il essaye de faire ça. Et là où et je pense que tout en ayant un vrai travail de recherche, lui essaye de comprendre. C'est aussi pour ça, je pense qu'on s'attache au personnage. On s'attache pas à lui parce qu'il est monstrueux. On s'attache parce qu'il est curieux aussi, en fait. Il cherche constamment à essayer de comprendre justement déjà ce qu'il a vécu par le passé et puis ce qu'il est en train de vivre au présent, en fait. Et il est terrifié aussi de ne pas réussir, d'aller au bout de ses recherches, et il prend pas de plaisir à tuer. En fait, ils ne prennent pas de plaisir non plus à suivre les femmes particulièrement. Et au contraire, lui, ce qu'il cherche, c'est un aboutissement de ses recherches, en fait. Oui, en fait, il cherche, dans l'émotion que ressent Marc, moi, j'y vois vachement, et évidemment, on est toujours obligé d'en revenir à Hitchcock, mais tu ressens vachement de ce que ressent Scotty dans Vertigo, en fait. Dans l'idée que quand Scotty trouve Judy et qu'il veut la retransformer en Madeleine, ou inversement, je ne sais plus, cette sorte de quête. Voilà, il est dans une recherche. C'est pas le trajet qui l'intéresse, qui lui procure du plaisir. En fait, il est dans une recherche d'absolu, comme si cette image, en fait, elle est bordée par des cadres, alors que lui, dans sa tête, non, cette image, c'est le réel, c'est son fantasme et tout ça, et qu'il essaye de mettre son fantasme sur un écran, chose qui est absolument impossible. Et il y a un truc qui est vertigineux là-dedans et qui dit vachement de choses sur... C'est pour ça que c'est aussi un film de cinéaste et qui a fasciné complètement tous les cinéastes, que Scorsese est devenu fou du truc, qu'il a voulu leur c'est passer. Pas le travail. Ça... Par exemple, tu vois, pour Hitchcock, je pense que ça compte. C'est pas le tournage qui est intéressant. Le tournage, c'est presque un calvaire, en fait. De travailler avec les acteurs, tout ça, machin, c'est pas un plaisir. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui compte, c'est l'objet final, en fait, ce qu'on va pouvoir avoir une fois que tout le travail de l'écriture, du tournage, du montage sera enfin viré. Qu'est-ce qu'on pourra avoir à la fin, en fait? Je pense qu'il y a ça, et je pense qu'il y a aussi, c'est un film sur l'éternelle déception de ce qu'on a à la fin. C'est-à-dire que ce qu'on a à la fin, et ça je pense que c'est même pas propre au cinéma spécifiquement, c'est que voilà, il y a un truc qui habite cet artiste psychopathe. Il veut absolument le saisir via un art qui serait pour le coup là le cinéma, et que c'est peine perdue. Il ne peut que tendre à ça et qu'il n'arrivera jamais à ce que ça corresponde à son fantasme absolu. Et en fait, et je pense que c'est en ça qu'il doit parler. Ça parle vachement à tous les créateurs en général. C'est que dans cette sorte de quête de
l'absolu là, et qui est peine perdue. Il y a un truc qui est profondément tragique et en même temps profondément beau dans l'énergie que tu mets dedans, et voilà, tu tends à ça. Et pour finir un peu sur cette idée-là aussi une des raisons aussi pour lesquelles ça a fait scandale, et une des raisons aussi pour lesquelles le film est toujours génial, et d'autant plus même maintenant, et c'est que c'est un film qui, en mettant en scène un personnage de tueur psychopathe à la caméra, qui est fasciné par l'image des femmes et qui veut capturer une certaine image des femmes, et en fait ça déconstruit complètement la représentation cinématographique sur le point de transformer un sujet qui serait une femme en vrai en objet qui serait son image telle qu'il a envie qu'elle soit sur l'écran. Et en fait, ça déconstruit complètement ce qu'on appelle en ce moment, ce qui occupe vachement l'espace de culturel, en tout cas en matière de pensée sur le cinéma, qui est le male gaze, quoi. Ça le met en évidence complètement. Et c'est ça qui est assez génial dans ces films-là de psychopathes fans de féminicide, c'est qu'au final, beaucoup de films, que ça soit Vertigo, que ça soit Psychose, que ça soit Le Voyeur, en fait, vu qu'on a affaire à des personnages de mal, psychopathes, et l'obsédé dont on va parler, c'est qu'en fait, ça met en évidence complètement la représentation de ce mécanisme qui a fait que les femmes sont devenues des sortes d'images, sont passées de statut de sujet à objet dans toute une histoire de la représentation cinématographique qui tout court encore aujourd'hui. est déjà expliqué Complètement. dans, Je le dis d'autant plus que après c'est aussi un truc dont il parle dans les bonus. Je sais que c'est un truc qui n'est pas présent dans le disque de Canal, mais dans celui de Criterion, il y a quelques années, c'était Laura Mulvey qui est l'inventrice l'inventeuse du concept du male gaze, en tout cas qui l'a développé. C'est elle qui faisait le commentaire audio et qui disait si on veut comprendre ce que c'est ce truc là, c'est dans Le Voyeur. Le Voyeur, il y a tout, il y a vraiment tout ça. Et justement, alors tu évoquais l'obsédé. Moi, c'est un film que j'avais oublié son existence et je ne l'avais jamais vu. Alors, il n'a pas d'actualité aujourd'hui à proprement parler. Le film était disponible il y a quelques années encore, puisqu'il était sorti en DVD chez, encore une fois, Canal. Non, c'était Wild Side. Excuse-moi, c'était Wild Side. L'Obsédé, c'est un film de William Wyler. Que les gens connaissent malgré eux, puisque c'est lui qui a fait Ben-Hur. Il a aussi fait, je le dis comme ça entre parenthèses, mais un film absolument merveilleux. J'espère qu'on en parlera un jour, Les plus belles années de notre vie, donc sur la Seconde Guerre mondiale. Une fresque de 3 heures qui est exceptionnelle. Et dans les années 60, donc c'est pas longtemps après, c'est en 65 je crois, il fait L'Obsédé avec Terence Stamp. Et en voyant aujourd'hui L'Obsédé aussi, c'est un objet quand même assez particulier, qui a pu influencer, on en parlera peut-être tout à l'heure si on a le temps, mais c'est peu probable, Le Silence des agneaux par exemple, et d'autres œuvres dans le genre. Terence Stamp, qui donc un employé de banque qui gagne au loto, qui s'achète une maison à la campagne avec une belle cave, et qui va aller kidnapper une femme, l'emprisonner dans cette cave et lui expliquer grosso modo qu'il va la garder pendant quelques temps, le temps en fait qu'elle apprenne à le connaître et qu'elle apprenne à l'aimer, et tout va bien se passer. Un grand romantique finalement, et donc c'est leur relation que va raconter ce film pendant 1h30. Et ce qui est assez fascinant, on a pu entendre, ou on va l'entendre, un extrait de ce film tout à l'heure aussi, c'est qu'on a affaire en effet à un type qui clairement est un sociopathe, c'est-à-dire qu'il n'a aucun lien et il a un problème avec les relations sociales, et il a cette envie, il a plein de désirs lui aussi, et il cherche à concrétiser ses désirs coûte que coûte, et son désir c'est de pouvoir justement avoir une femme avec lui. Et comment est-ce qu'il va pouvoir avoir une femme avec lui? Il va la kidnapper et puis l'enfermer dans sa cave. Et on a affaire à un film des années 60. Qui n'a jamais eu envie de faire mais ça. ce qui est assez fascinant, encore une fois, c'est 4 ans plus tard, tu dis, on avait évoqué, nous, il y a quelques temps dans une émission, le fait que les années 60 étaient un peu moribondes, grosso modo. Mais là, on a encore affaire à un film anglais, si je dis pas de bêtises, c'est vraiment une production anglaise.
Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, à ce moment-là, il y a des petits films comme ça qui sont aujourd'hui oubliés Ouais. ou qui ont disparu, ou tu vois, que ce soit Le Voyeur ou l'Obsédé. Aujourd'hui, personne ne parle de l'Obsédé, alors qu'on a affaire quand même à un objet qui, justement, même aujourd'hui encore, a quand même une connotation, raconte des choses sur les relations hommes-femmes, sur les désirs, et sur, évidemment, le danger que peut avoir... Ouais, complètement. Après, le film, il est fascinant pour plein d'endroits, mais après, je crois qu'on avait déjà évoqué ça alors qu'on avait fait une émission sur les années 60, mais je crois que c'était Nicolas Saada qui avait un peu théorisé ça. Il avait fait une programmation à la Cinémathèque et en disant, voilà, c'était le Hollywood Breakdown, ou en tout cas où il disait, bah oui, il y a eu un moment où effectivement, c'était au niveau de qualité a complètement baissé, c'était vraiment un âge de plomb, mais il y a eu des propositions narratives et plastiques complètement farfelues parce que le système de studio était en train de s'écrouler, que le public quittait le cinéma pour regarder la télé et qu'en fait des vieux auteurs se mettaient à faire des trucs hyper chelous, qui avait l'arrivée du cinéma moderne même, européen qui a remis en cause des credos artistiques quelque part, et en fait il y a eu un moment de liberté, pas forcément qui n'ont pas donné des chefs-d'œuvre absolus, parce que je pense que l'Obsédé c'est pas un chef-d'œuvre absolu. Il y a des trucs qui ont plus vieilli dans l'Obsédé que dans Le Voyeur par exemple, c'est beaucoup moins un diamant brut en fait, voilà, c'est ça met du temps. Il y a des trucs où tu dis bon, là il y a des trucs qu'on vieillit, clairement il n'y a pas besoin de prendre autant de temps pour expliquer ce genre de trucs, mais ceci dit il y a des trucs qui sont complètement fascinants parce que vraiment malade quoi. Je pense à un autre film qu'on pourrait rentrer là-dedans et qui est assez mais qui est un peu plus tardif, mais qui de 71 me semble-t-il, c'est le Frenzy d'Alfred Hitchcock quoi, qui était, je pense, un film hyper daté quand il est sorti en 71, qu'on pourrait rapprocher vraiment de ce truc-là. On se dit mais qu'est-ce que Hitchcock, alors qu'il pouvait avoir des problèmes à ce moment-là, se met à faire ce film, la Frenzy, où il repart en Angleterre, il fait un film hyper chelou, où là, pour le coup, il abandonne un petit peu les oripeaux, un petit peu du technicolor hollywoodien et tout ça, pour faire un film dans... Craspec, le début. C'était ses projets sur la fin. Il était limite, il voulait faire limite du porno. Je pense que c'est ça, mais ça se voit dans le film, et c'est très étonnant. Alors, d'une part, tu te dis, il y a des trucs très étonnants dans le film qui sont borderline mauvais goût, et je pense que c'est aussi le cas dans l'Obsédé où c'est assez marrant, quoi. Enfin, il y a un truc où ça dépasse un peu de partout. L'Obsédé est sur un entre-deux constamment. Dans son projet déjà, il y a quelque chose de léger en fait dans le film, à la fois par la situation qui pourrait être presque une comédie romantique en fait. Ça pourrait virer souvent la comédie romantique, par une bande originale de Maurice Jarre qui est toute légère, enlevée, qui m'a fait penser moi au décalage qu'il pouvait y avoir par exemple avec La fille de Ryan ou La fille de Ryan de David Lean. Maurice Jarre aussi qui fait la musique, et de temps en temps tu as une séquence tragique et tu as une musique quand même qui est toute légère, toute enlevée, tu as envie d'écouter au moment du printemps justement en fait. Et là tu as ça sur toute la bande originale en fait de l'Obsédé. Et c'est vrai que le film pourrait constamment avoir un retournement et se dire bah oui, elle va tomber amoureuse de lui en fait. Mais vraiment, le film dure 2 heures, et pendant 2 heures, tous les quarts d'heure, il y a une nouvelle situation, il y a une discussion, il y a une évolution. On se dit bah voilà, elle va pouvoir retourner sa veste et se dire mais non, mais ce type il est charmant, et en fait tomber amoureuse de lui. Et en fait le film ne cesse d'enfoncer, enfin ne pas, justement, il n'enfonce jamais le clou. C'est-à-dire que constamment, il te donne des espoirs en tant que spectateur de te faire renverser le film et de le faire passer vers quelque chose de positif. Constamment, régulièrement, comme ça, dans le récit. Et à chaque fois, c'est un échec. C'est échec sur échec sur échec. Le film ne raconte que ça, et entraîne vers justement une situation tragique en fait. Et mais même sur cette fin tragique, arrêtez d'écouter aussi cette émission si vous n'avez pas vu l'Obsédé, regardez le film, parce que là mais sur les dernières 20 minutes par exemple du film, situation tragique, elle se défend, elle passe son temps à chercher à s'enfuir, elle parvient enfin à le maîtriser entre guillemets, mais hop, au dernier moment il l'enferme, lui du coup il se fait hospitaliser, elle va crever, et lui, et on garde encore quand même
et même sur cette dernière séquence, quand même, une espèce d'espoir de, je sais pas, il va lui-même, par exemple, se rendre compte que ça marche pas, et puis il va. Et non, en fait, ce film, c'est l'histoire de l'initiation d'un tueur en série. Ouais, c'est un peu ça. C'est un préquel. Ça pourrait être un préquel d'un tueur en série, parce que du coup, on sent à la fin qu'il est parti bien sûr, c'est pour en ça, faire des caisses. Et c'est un tous préquel. ces films-là, en tout cas, c'est la base de films comme Henry, Portrait of a Serial Killer, de Schizophrénia, voilà, de tous ces films qui sont les qu'on histoires adore, les films des du trucs soir. bien crapoteux années 80, voilà, vraiment filmés du point de vue du mal, mais de façon la plus crapoteuse possible. Mais il y a un truc là-dessus, moi, qui m'intéresse beaucoup, mais dans l'Obsédé, et que je retrouve aussi dans Frenzy, c'est qu'il y a des esthétiques qui s'entrechoquent, et ça se voit trop, quoi. C'est que tu sens que c'est quand même des mecs qui ont été formés dans un cinéma classique où tu as une certaine douceur formelle qui doit être faite, une certaine rondeur, une certaine un truc du classicisme où voilà, le spectateur doit être dans un truc confortable, et tu as ce truc de coup de butoir qui arrive de la modernité où tu as ce rapport au réalisme qui arrive, où ça doit être un petit peu Fleischer plus fera aussi avec l'étrangleur de Rillington complètement Place, l'étrangleur de Rillington Place, il y a de ça aussi, mais même si c'est plus abouti esthétiquement le Fleischer, mais que ça soit Frenzy ou l'Obsédé, tu sens que tu as des esthétiques qui sont Maurice Jarre, plus un truc un peu avec une nana qui est à moitié qui va mourir dans son vomi, c'est bizarre, quoi. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui est très étrange, et Frenzy, il y a un peu ce truc là. Et en plus de ça, Frenzy, tu dis, le pauvre Hitchcock, c'est très drôle de regarder ça aujourd'hui, parce que tu te dis, à la fois, tu pourrais te dire, le film, c'est à la fois un procès sur la violence des mecs contre les nanas, ça raconte encore un serial killer sur le truc, et puis tu dis, bah ouais, ça montre que des mecs violents, vraiment. Et en même temps, tu sens la misogynie pendant tout le film, c'est assez dingue. On va faire une pause musicale pour évoquer quand même rapidement Hitcher de Robert Harmon. On se retrouve juste après. Cher docteur, notre tueur à la cravate a recommencé à faire des siennes. J'ai vu d'énormes manchettes dans les journaux en sortant du palais de justice. Je n'envie pas le sort de l'expert médical qui va devoir déposer à ce procès. Mais pourquoi ? C'est beaucoup plus facile de nos jours où la loi admet toutes les raisons pour atténuer les responsabilités. C'est sans doute vrai dans de nombreuses affaires, mais pas dans celle-ci. Le type qui étrangle ses femmes est une sorte d'obsédé sexuel qui devient criminel, et en général, les magistrats ne savent pas comment les juger. Je pense qu'on pourrait les appeler des inadaptés sociaux. Nous parlions justement du tueur à la cravate, mais vous feriez bien de vous méfier. C'est vrai qu'avant, il les viole. Oui, ça ne fait pas de doute. C'est bien agréable de savoir que dans toute chose, il y a un bon côté. En apparence, au cours de la conversation, ils peuvent passer pour des adultes parfaitement équilibrés. Mais sur le plan émotif, ils demeurent des enfants dangereux, dont la conduite peut obéir à tout moment à un instinct primitif et inhumain. Vous pensez qu'ils peuvent tuer à tout instant parce que l'envie les y pousse? Exactement. Et comme ce qui les y pousse, c'est la recherche du plaisir, ils sont particulièrement dangereux quand leurs désirs sont contrariés. Je me demande si la police a un embryon de piste. Oh, ça m'étonnerait. Avec ces névrosés, en général, il n'y a pas de mobile. Espérons qu'il fera un faux pas. Dans un certain sens, je ne le souhaite pas. Nous n'avons pas eu depuis Christie une série de crimes à base de sexualité. C'est très très bon pour attirer les touristes. Les étrangers s'attendent à voir les places de Londres envahies par le brouillard, pleines de soldats en bonnet à poil et jonchées de putains éventrés, il faut les satisfaire. Riders on the storm, riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road.
Take him by the hand, make him understand. The world on you depends, our life will never end. Gotta love your man, yeah. Il y a un truc que je voudrais bien comprendre. Et peut-être que toi, tu peux m'apporter une réponse. Quand une personne est dingue, comme toi, est-ce qu'elle sait qu'elle est dingue? Quand t'es en train de lire une revue de chasse en te masturbant dans ton caca, est-ce qu'il t'arrive de t'arrêter et de te dire « Waouh, c'est quand même incroyable à quel point je peux être givré ». Alors tu te dis ça des fois? C'est plus rassurant pour vous de me classer parmi les fous. Ouais, je suis rassuré, y a pas de doute. C'est donc ce morceau des Doors, Rider on the Storm, avec des extraits dedans de Frenzy, justement, et puis à l'instant de Seven de David Fincher. Très bon film, quand même, de taré, même si on est du côté des flics, et c'est pas pareil, quand même. Et il nous reste un peu de temps, on va évoquer quand même The Hitcher de Robert Harmon qui a le droit, enfin, c'était très attendu quand même par beaucoup de cinéphiles comme nous, hein, tout comme Abyss en Blu-ray, à une ressortie donc remasterisée en Blu-ray et puis une ressortie en salle. Un film des années 80, premier long métrage de Robert Harmon qui plus tard ne fera pas quand même grand chose de très intéressant, mis à part l'un des meilleurs Van Damme, ce qui rend pas non plus le film très très bon, hein. On est quand même sur une qualité limitée à ce niveau-là, et qui terminera sa carrière toujours encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, à la télévision avec Tom Selleck, a.k.a. Magnum. Pour ceux qui aiment vraiment beaucoup les États-Unis, je conseille quand même de regarder peut-être un ou deux épisodes de sa série des Jesse Stone, série de téléfilms. Ils en ont eu fait 9 quand même ensemble, hein, parce que ça avait beaucoup de succès. Très très américain, et puis ils ont continué après. Robert Harmon, du coup, à ce moment-là, des années 80, on lui propose un scénario quand même assez béton. C'est Eric Red, je crois, qui écrit ça, qui lui non plus a pas une si, super... c'était le scénariste pour Catherine Bigelow. Oui, voilà, il a fait Les Frontières de l'Aube. Ouais. Mais à ce moment-là, c'est à la même époque, mais après ça, il n'a pas non plus concrétisé beaucoup les promesses. Ça, j'ai pas assez travaillé pour confirmer ou infirmer tes dires. The Hitcher a eu un succès en festival à ce moment-là, mais pas le succès en salle escompté non plus. Robert Harmon est quand même, donc, comme on le disait, il y a un bon scénario, il y a un super chef-op, et visuellement, le film, et c'est encore plus frappant aujourd'hui avec la copie qui est disponible, est assez exceptionnel quand même. Moi, je l'ai découvert encore une fois. J'ai évoqué ma relation avec Le Voyeur tout à l'heure. Là encore, c'est un film découvert à la télé, je pense comme beaucoup de gens de ma génération. Merci les Jeudis de l'Angoisse, hein, sur M6 le jeudi soir à 22h30, et de voir The Hitcher, alors que c'était juste avant, la semaine d'avant, on pouvait voir Les Contes de la Crypte ou une mauvaise série B. Là, d'un coup, on se retrouve face à un film, on se dit waouh. Alors déjà visuellement, en effet, même si sur une petite télé 36 cm, on se rend compte que visuellement il y a quelque chose qui se passe et qu'on a affaire à un objet qui est quand même un petit peu chiadé. Et puis la sécheresse, en fait, l'absence de... Alors, on va pas rentrer dans la psychologie, on va pas vous raconter des histoires à tir d'arigot, on va pas accumuler les personnages. On a affaire à un personnage qui conduit une bagnole, il prend un autostoppeur dans sa bagnole, et cet autostoppeur est un taré. Et il va tout faire pour tuer le maximum de gens. Il va mettre toutes ses morts sur le dos de ce bonhomme qui l'a pris en autostop. Et à partir de là, on fait un film d'1h30 qui est super efficace, en fait. Et c'est vrai que c'est marquant. Et en le revoyant, évidemment, aujourd'hui, on peut dépasser un petit peu juste cette narration qui pourrait paraître comme évidemment simpliste, mais ce qui fait aussi la force du film. Et puis, tu découvres, en fait, plein d'autres niveaux de lecture. Enfin, niveau de lecture, je vais peut-être pas abuser quand même non plus, mais entre l'homosexualité latente, le désir, en tout cas, qui peut se créer entre ces personnages, et puis aussi j'allais trouver une autre idée, mais je l'ai perdu en cours de route. Mais là, Antonin est là pour me sauver. Je sais qu'en le revoyant, en tout cas, cette semaine, je me suis dit, mais The Hitcher, c'est encore un peu plus, en fait, encore une fois, je voudrais pas mettre ça au niveau du voyeur. On a parlé de Michael Powell juste avant, et on n'est pas au même niveau non plus. Non, bien sûr mais il y a un soin apporté, en fait, à cette série B, clairement. Cette sécheresse qu'il y a dans le film est d'une efficacité assez redoutable, en fait. Ouais, c'est encore aujourd'hui.
aujourd'hui. Oui, moi j'étais pas déçu à le revoir. Ça faisait vraiment un paquet d'années que je l'avais pas vu. C'est aussi un film qui m'avait pas mal marqué. Et je l'avais vu dans exactement les mêmes conditions que toi, par hasard à la télé ou peut-être je pense que c'était à la télé ou peut-être que j'avais loué la cassette. Je me rappelle plus. Mais en tout cas, voilà, c'était un truc que j'ai vu pas mal à ado parce que c'était vraiment les trucs qui étaient imparables et qui sont hyper efficaces et hyper mystérieux. Et qui joue sur une ambiance. C'est-à-dire qu'il faut dire sur The Witcher, c'est qu'on n'a pas affaire à un film d'horreur slasher où on a affaire à une ambiance en fait. Et c'est-à-dire que j'ai vu une critique cette semaine justement, parce que le film fait beaucoup parler les critiques cinéphiles en fait. Qui sont de la même génération que nous, quoi. Voilà, c'est ça. Et j'étais assez d'accord avec l'une d'entre elles, je serais incapable de vous dire laquelle, mais qui expliquait que voilà, The Witcher, c'est un film qui joue sur l'ambiance, et c'est vrai que si tu rentres pas dans le film grosso modo dans les 5 ou 10 premières minutes, ça va pas fonctionner en fait. Par contre, si tu accroches en fait dans cette introduction, qui en effet perd pas de temps en fait, on t'explique en 5 minutes, c'est bon, le décor est marqué. Là, pour le coup, tu vas pouvoir en effet être impressionné par ce qui va se passer. Mais ça passe ou ça casse un petit peu, quoi. J'ai l'impression que la plupart des spectateurs, en effet, sont rentrés dedans. Le film a été un échec cuisant à sa sortie, en termes de public, en tout cas. Enfin, cuisant, faut peut-être pas déconner non plus, mais en tout cas, ça n'a pas été le succès escompté. Ce qui a peut-être pas aidé Robert Harmon à faire d'autres films. Après, je pense que c'est pas, je sais pas, enfin, en termes de succès en salle, si c'était vraiment autant un échec que ça, parce que c'est pas des films qui coûtent très cher, donc c'est pas non plus comme si c'était un blockbuster qui s'était planté. Et c'est surtout en plus à la période, on est dans les années 80 où ça sort, c'est le moment où le marché de la vidéo explose. Donc, et le film, par contre, a été un succès énorme au moment où la vidéo est sortie, c'est-à-dire très peu de temps après sa sortie, parce qu'il n'y avait pas d'histoire de chronologie des médias aux États-Unis quand c'est sorti. Et puis, la plupart des gens l'ont vu en vidéo de toute manière. C'est pour ça que c'est assez intéressant que le film ressorte en salle, parce que, comme tu l'as dit, voilà, et je pense que ça va être hyper intéressant à revoir en salle, parce que effectivement, le copie 4K qu'on peut avoir, on peut s'en rendre compte à domicile. C'est un film qui est d'une splendeur visuelle incroyable. Ce qui est fou, c'est qu'effectivement, il y a un côté... Il y a un côté série B. Je ne sais même pas si c'est un côté série B parce que... Si, dans la sécheresse, dans la façon dont le récit est amené, en fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer dans les explications. Bien sûr, il y a un truc qui est très ramassé de partout. Et je sais que le disque qui sort chez Sidonis Kalista là, est vraiment assez fort. C'est super parce qu'il raconte pas mal de choses en termes de conception, comment le film a été fait. C'est-à-dire que le scénario a été hyper ramassé. Le scénario était vraiment un scénario... Il y a un premier montage de 3 heures au départ. Oui, et il ramène le film à 1h30. Il ramène à 1h30, et puis je pense que même dans le scénario, c'était très très violent. Enfin, tout était décrit, les actes de violence étaient décrits, et Robert Harmon a vu ça, et il s'est dit, non, si moi je fais ça, ça va être dégueulasse, ça va être moins de 18, ça va prendre le dessus sur ce qui est vraiment intéressant dans le truc, donc je suggère tout. Je mets rien en scène en termes d'actes de violence, quoi. Et ce qui est assez fou, c'est que le film est tellement fort que quand le film est sorti, il y avait des articles qui sortaient en disant c'est scandaleux, c'est beaucoup trop violent, on y voit une jeune femme écartelée, des gens égorgés, alors qu'il n'y a rien, il y a rien du tout. L'effet Mad Max. Oui, il y a rien du tout, il n'y a pas de violence qui est graphique dans le film, il y en a quasiment pas du tout en fait. Tout est suggéré. À tel point que c'est tellement dans la suggestion que le film a atteint un niveau d'abstraction, et il y a un nom qu'on n'a pas cité dans tout ce grand maelstrom de talent où ça pisse du génie partout, parce qu'il y a John Seal qui est évidemment à la photo, qui est aussi le chef de Fury Road entre autres, de Witness. Il a beaucoup bossé avec Peter Weir, avec George Hop, Miller, vraiment incroyable. Accumulé. Robert Harmon, on ne sait pas ce que ça a pu donner, mais voilà, là moi je trouve qu'en termes de mise en scène, je donnerai pas tout le crédit à John Seal en termes de prise de vue, parce que je trouve que vraiment c'est assez fou. Non, mais il y a un travail de montage exceptionnel aussi. Oui, un travail de montage et puis un travail de cadrage et tout ça. Moi je trouve que tout est très fort dans le film. Vraiment, tout est extrêmement bien exécuté.
Et effectivement, il y a Rutger Hauer, quoi. Et je pense que c'est vraiment. Alors, ce qui est amusant, vu qu'on en parlait auparavant, c'est que c'est Terence Stamp qui a longtemps été approché pour faire le film, que Terence Stamp s'est retiré du projet peu de temps avant le tournage parce qu'il ne le sentait pas d'aller dans un rôle aussi noir. Donc Terence Stamp, l'acteur de L'Obsédé, qui aurait sûrement été parfait, parce qu'on n'a pas assez souligné aussi que dans L'Obsédé, il est incroyable. Il a un type de jeu extrêmement... Ce qui le rend extrêmement touchant, et en même temps tu sens qu'il a un décalage. C'est pour ça que je parlais de sociopathe. Pour moi, il incarne très très bien le sociopathe. Très bien, mais pas du tout aussi dans un type de jeu stanislavskien. C'est un type de jeu presque très théâtral, dans le sens très expressif, mais dans un sens il est dans exceptionnel, son corps. mais c'est vrai que tu évoques Rutger Hauer. Il a souvent été évoqué dans ses émissions même d'ailleurs. Et c'est vrai que ça apparaît pas si longtemps après un film comme Blade Runner. Là, il est assez exceptionnel en fait. Et c'est vrai que il y a un côté iconique presque en fait. À partir de là en fait, et les cinéphiles ont pu reconnaître Rutger Hauer comme une figure. C'est en très, ça, très je pense que c'est Blade Runner, La chair et le sang et puis Hitcher. Et ici, il incarne une figure en effet quasiment fantastique en fait, de taré, mais fascinant, absolument fascinant. Ouais, et je pense que tout ce côté-là, alors moi je trouve que le film il est vraiment redoutable en termes de mise en scène. Les scènes d'action sont démentes, et des cascades où tu dis mais comment ils ont pu faire ça. Sans issue, elles sont folles. Enfin, toutes les scènes de poursuite en bagnole et tout sont complètement folles. Et moi il y a un truc que j'adore et sur lequel tous les intervenants reviennent vachement sur le disque, c'est qu'ils disent mais le film est improbable. Et ça, moi, je trouve ça fascinant, c'est parce qu'on est vraiment dans l'obsession de la vraisemblance, beaucoup même sur Internet ou dans le discours critique, ça prend vachement de place, ce truc-là, la vraisemblance. Et le film là, c'est peut-être en ça rejoint un peu ce que tu disais sur ça passe ou ça casse, parce que si tu n'achètes pas dès le départ ce truc, mais qu'on peut même pas trop se dire intellectuellement que voilà, c'est une présence purement abstraite. C'est effectivement, il a une puissance omnisciente, mais qui n'est jamais dit, qu'on peut très bien ne pas se l'avouer, parce que moi je me rappelle que quand j'avais vu le film, je me suis dit c'est génial, c'est hyper réaliste, c'est poisseux, machin, mais non, c'est fantastique. Il y a tout, il y a rien qui va en termes de réalisme, de vraisemblance et tout ça. Il ne peut pas, c'est pas possible, possible. Mais en fait, le film est tellement bien exécuté que tout passe. Et ça, c'est une leçon d'écriture, de montage et tout ça, parce qu'il y a une cohérence émotionnelle qui tient pendant tout le film, une cohérence d'ambiance, une cohérence peur à l'état pur en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on a un type qui conduit une voiture qui est fatigué. Et en fait, il va prendre dans sa bagnole un autostoppeur, et cet autostoppeur représente la peur à l'état pur. Et en fait, ils ont trouvé un acteur qui incarne cette peur, cette menace. C'est un film sur la paranoïa, je pense, c'est un film sur plein de choses, mais qui représente la peur. Et du coup, vu justement, ils ont réduit, c'est là, je pense, j'ai pas envie de voir là, un montage de 3 heures de ce film en fait. Je pense que justement, ils ont réduit ça à l'os, à justement ce personnage qui représente la peur, l'inquiétude, et c'est quelque chose que moi je pense que j'ai compris à la première vision. C'est un truc qui m'a marqué. Je pense que c'est aussi pour ça que le film marque autant de gens, parce que justement il revient à une espèce de matrice en fait de la peur. On va pas chercher à créer un personnage avec une histoire, il y a aucune psychologie dans ce film. C'est ce qui fonctionne, c'est ce qui fait fonctionner le film, c'est qu'on n'a pas de psychologie, on a du concept, et ce concept de la peur incarné par un acteur avec une tronche géniale, qui est vraiment investi par son rôle de je représente justement l'angoisse. Et ça fonctionne en fait, et jusqu'au bout. Et même, alors moi, c'est le petit bémol peut-être du film, et c'est ce qui me manque. Je l'ai vu beaucoup de fois. La majorité du film, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et le final me gêne toujours, justement, la façon dont ce personnage principal va d'un coup prendre une grosse arme et puis le tuer, cette peur avec un coup de fusil à pompe. Pour moi, c'est le hic du film. Comment tuer ce personnage avec juste un coup de fusil à pompe, ça c'est un problème pour moi. Ça ne
ça marche pas, ça matche pas. Ça, c'est un problème. Mais c'est juste la dernière séquence du film. Tout le reste, en fait, c'est de l'angoisse pure. Il faudrait virer les 10 dernières minutes, pour moi, du film, en fait, qui ne correspondent pas à tout ce que le reste représente, en fait. Voilà. Ouais. Il est malheureusement temps d'arrêter cette on peut plus. émission. Il y aurait pas mal de choses à dire. Mais sur oui, Hitcher, mais on il faut aurait dû s'arrêter. faire une émission spéciale sur Le Voyeur et on aurait fait plus tard une émission sur Hitcher. En tout cas, Hitcher, The Hitcher de Robert Hammond est sorti en Blu-ray chez Sidonis, et puis il y a quelques salles en France qui le projettent. Le Voyeur, lui, c'est chez Studio Canal. Allez-y, en plus l'objet Et est en salle, vraiment si vous avez super. un cinéma Et près de puis, chez voilà. vous, pour le voir en salle, c'est N'hésitez somptueux. pas. Quant à l'Obsédé, et puis il reste encore quelques copies qui coûtent une fortune, je crois, sur les sites de commerce. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pourrez retrouver cette émission évidemment sur le site de Canal B. Merci Antonin d'avoir participé à cette émission, c'est sympa. You're welcome. Et puis de Cinéma Arvor de nous avoir accueillis. On se retrouve très bientôt. Ciao. Des bisous. Elle est toujours là. Votre caméra magique. Je me demande comment elle voit les adultes. Peut-être que vous devriez aussi... Non, pas vous. Pourquoi ça? Jamais vous entendez. Marc. Tout ce que je filme avec elle, je le perds ensuite. Je ne comprends pas. En tout cas, je vous remercie encore. Vous allez dormir ou alors vous allez vous projeter encore un de vos films? Oh, je vais juste voir une petite chose. Et j'irai dormir.